il a fallu un long temps de préparation. Il a fallu un long temps de préparation, disais-je, parce que c'est un événement qui est gigantesque, parce que on n'a pas véritablement de répétition possible, parce que chaque pays est différent, les lois, les règles sont différentes, donc à chaque fois c'est nouveau, c'est une nouvelle expérience. Et ça fait qu'il faut vraiment préparer, prévoir, planifier pour être sûr que cela fonctionne. Euh, il y a des contraintes inouïes, euh, beaucoup de salles, des enjeux très importants, une prédominance de la presse, c'est quand même l'événement le plus médiatisé au monde, donc les attentes sont extrêmement élevées. Préparation et planification, cela veut dire, si je continue à filer ma métaphore, trouver la salle de concert, préparer les coulisses, trouver le premier violon, le chef interprète, trouver les violonistes, les interprètes de conférence, trouver les instruments, qui seraient dans ce cas-là le matériel, les cabines, la plateforme, et s'assurer qu'on ait de l'électricité et Internet. Donc, je vous en dis un peu plus tout de suite, en commençant par la salle de concert. Euh, les Jeux de Paris 2024 ont créé un centre d'interprétation à distance propre au sein du Palais des Congrès. Le Palais des Congrès se trouve à Paris, à l'ouest de Paris. Il est facilement accessible. Il y a eu un moment où il allait être placé en dehors de Paris, dans un endroit difficile d'accès, et c'est ce qui explique le temps qu'il nous a fallu pour tout mettre en place, c'est qu'il a absolument fallu tout décider et tout justifier et tout argumenter. Autrement dit, lorsque l'on nous a dit, en fait, votre centre d'interprétation, on va l'envoyer tout là-haut, très loin, et il a fallu qu'on évalue la proposition et que l'on explique pourquoi c'était pas forcément une bonne idée et qu'est-ce que ça allait, quels allaient être les inconvénients et montrer que les inconvénients étaient plus nombreux que les avantages. Et puis, une fois qu'on a eu validé le Palais des Congrès et qu'on était très heureux parce qu'on avait beaucoup de place, on avait 3 salles, on avait un espace pour les cabines et la technologie, on avait un espace pour les bureaux LAN, on avait un espace pour les interprètes, leur préparation, comme vous voyez sur la photo de droite. Il a fallu que l'on meuble tout ça. Et ça paraît bête, mais s'il manque une télévision, s'il manque une prise d'électricité, s'il manque une chaise, ça va être compliqué de passer un mois avec plus de 100 personnes dans de bonnes dispositions. Et on n'aura pas le temps pendant les Jeux de s'occuper de ça. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir tout planifier. Même les cintres pour pouvoir accrocher les manteaux. Ici, vous voyez des poufs, mais il y avait des tables, des chaises, des choses un peu plus studieuses. Mais c'est vrai que quand vous êtes d'astreinte, comme c'était le cas pour les interprètes pendant 6 ou 8 heures, c'est aussi appréciable de pouvoir changer de type de siège, n'est-ce pas? Donc voilà, tout ça, il a fallu le prévoir. Il a fallu le prévoir avec des départements au sein de Paris 2024. Donc il y avait c'était une vraie petite ville, Paris 2024. Il y avait des départements euh, pour la logistique, pour tout ce qui est meubles et installations. Et chaque département avait sa propre logique, sa propre manière de fonctionner, ses propres fournisseurs. On ne pouvait pas dire ah ben voilà, moi je vais à Ikea acheter 100 chaises pour mon département. Non, c'était tout centralisé et il fallait donc que nous, les services linguistiques, nous suivions leur processus, leur temporalité. Et c'est long, c'est long, c'est long. Ensuite, dans les coulisses, ce qui est... pardon, je vais juste rajouter une dernière chose, mais dans
ce palais des congrès, je vous ai mentionné les chaises, les tables, les télés, parce que les interprètes devaient suivre les compétitions pour savoir ce qu'ils allaient interpréter. Il y avait aussi des choses toutes bêtes comme un réfrigérateur, des bouilloires, enfin bref, on n'a pas, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une vraie organisation. Euh, Au-delà de ça, il y a donc tout l'aspect où dormir. Donc ça, c'est le département logement, les visas, les accréditations, tout ça en coulisses. C'est un travail assez énorme puisque on avait quand même une centaine de personnes qui travaillaient au sein des services linguistiques dans ce palais des congrès. Et puis, l'étape suivante, c'est les appels d'offres. Et j'étais à peine arrivée à Paris 2024 qu'il y avait déjà 2 appels d'offres en cours et qu'il y en avait encore 5 qu'il allait falloir mener. C'est quelque chose qui pour moi était très important parce que je venais du marché privé et je voulais vraiment voir comment fonctionnait le marché public. Lorsque j'étais en Argentine, j'avais déjà répondu en tant qu'interprète à des marchés publics et j'avais trouvé ça très compliqué. Je voulais savoir pourquoi. Maintenant, je sais. Donc, ce qui m'importe de vous rappeler rapidement ici, c'est que euh, les, les marchés publics pour les Jeux olympiques et paralympiques, ça passe par des contrats types qui s'appliquent à tous les fournisseurs et qui sont accordés en amont entre le Comité international olympique, pardon, j'articule, le Comité international olympique, le détenteur de la marque Le Temps des Jeux, c'est-à-dire Paris 2024, et je pense que Daniel, dans sa présentation, va revenir sur cette articulation entre le Comité international olympique et non pas le détenteur de la marque, pardon, mais l'utilisateur de la marque Paris 2024. Et puis également le troisième acteur, à savoir le gouvernement français. Ces contrats, je vous donne un seul exemple. Pour l'appel d'offres des interprètes, comme c'est un contrat type, il stipulait que si le fournisseur ne fait pas bien son travail, il serait sujet à une amende de plusieurs centaines d'euros. C'était même inscrit sur le contrat. Et ça a été une clause qui pour moi était très difficile à retirer. J'ai dû me réunir avec AIC France, j'ai dû consulter AIC Monde, plusieurs autres collègues m'ont aidé également à trouver les bons arguments pour expliquer au département finance et département légal que c'était pas possible en fait d'avoir une telle clause parce que il fallait définir qu'est-ce que c'est que bien interpréter ou mal interpréter et rentrer dans cette dans rentrer dans ce couloir, on va dire, d'évaluation de l'interprétation, c'était impossible et c'était ingérable, pas de cette façon en tout cas. Donc, ce n'est qu'un seul exemple du contrat qui contenait 86 pages. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à l'appel d'offres ici, mais c'était véritablement un vrai travail pour les fournisseurs. C'est un véritable travail c'est un temps qu'il faut évaluer, de participer à un appel d'offres. Et c'est valable pour les interprètes. C'était également valable pour le premier violon, c'est-à-dire celui qui allait être notre chef interprète au sein des services linguistiques pendant Paris 2024, qui allait donc s'occuper plus particulièrement des interprètes. Nous l'avons aussi sélectionné sur appel d'offres, les interprètes, ce que j'ai appelé les instruments, à savoir la plateforme et le matériel, le fournisseur de matériel d'interprétation, cabine, console, non, enfin non, parce qu'on utilisait la plateforme, donc ordinateur, etc., etc. Vous voyez ici sur la diapositive de gauche des petits carrés de couleurs. C'était donc avant que l'on soit connecté à chaque salle. Mais donc depuis cette pièce, depuis ce centre d'interprétation,
on pouvait véritablement avoir accès à on était connecté à toutes les salles de conférences de presse des médaillés sur site, et à toutes les autres salles dans lesquelles on allait fournir de l'interprétation. Donc voilà à quoi ça ressemblait et voilà tout ce qu'il a fallu prévoir, de manière très rapide. Je suis désolée de passer aussi rapidement, mais le temps presse. On m'a donné que 20-30 minutes. La dernière chose que j'avais mentionnée, c'était le courant et l'internet, parce qu'évidemment, sans ça, eh ben, on ne pouvait pas fournir d'interprétation à distance. Et ça a été le travail de plus de 2 ans que Daniel a vraiment réalisé main dans la main avec le département de la tech. Et technologie, on utilise beaucoup de trigrammes dans le monde des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc c'est aussi grâce à eux que tout ça a été possible, mais ça a été aussi beaucoup de travail. J'aurais encore des heures de choses à partager, mais je vais passer à la partie suivante qui concerne les compositeurs et leurs partitions, si je continue sur ma métaphore. Les compositeurs, évidemment, c'est dans mon esprit, ce sont les personnes que l'on va interpréter, ceux qui vont nous donner la partition, qui vont nous donner leur matériel. Et cela aussi, ça se définit en amont. On choisit, on définit les événements auxquels nous allons prêter nos services d'interprétation. Et ceux qui ne recevront pas d'interprétation depuis les services linguistiques auront la possibilité, selon des accords qui sont eux aussi débattus, d'avoir des bénévoles. Voilà. Donc, pendant les Jeux, nous avons principalement servi la presse pour les conférences de presse des médaillés, pour les conférences de presse quotidienne en 11 langues. Ça, c'était génial. Moi, plus il y a de cabines, plus je suis heureuse. Entre Paris 2024 et le Comité international olympique, les réunions quotidiennes des comités nationaux olympiques, certaines réunions du département médical et notamment sur des questions d'antidopage. Certaines réunions du tribunal d'arbitrage du sport et encore certaines réunions de la famille olympique. Bref, tout ça, ça a été défini dans un long document qu'il a fallu rédiger, accorder, valider, etc., avec plein d'allers-retours. Et puis ensuite, on a le matériel. Et le matériel, en fonction de chaque compositeur, en fonction de chaque réunion, il est très différent. Parfois, on a un superbe PowerPoint comme celui que je partage aujourd'hui. Et parfois, on a de tout petits extraits qui vont être lus par les modérateurs au tout début d'une conférence de presse, qui nous sont envoyés 15 minutes avant le début de la conférence et qu'il faut retransmettre aux bons interprètes en quelques minutes à peine. Voilà, nous sommes prêts pour le concert. C'est parti. Le concert, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu le temps d'avoir. C'est pas une question de temps, c'est que on ne peut pas avoir de répétition générale avec toutes les personnes, puisqu'on est quand même en train de parler de 450 réunions en moins d'un mois, dont une journée avec 46 réunions. Je ne sais pas si vous avez, enfin, c'est énorme. Et évidemment, pour pouvoir avoir 46 réunions dans la journée qui n'a que 24 heures, il faut que on puisse avoir plusieurs événements en parallèle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été statué bien en amont, qui a été testé et validé. Et on avait validé jusqu'à 5 réunions en parallèle et on a réussi à aller jusqu'à 6 dans un moment de crise. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Euh,
On a eu donc plus de 100 musiciens pendant les Jeux olympiques, donc tout inclus. On était vraiment plus de 100 entre les différentes personnes des services linguistiques. On était 7 au total, 100 maximum. Les techniciens, les interprètes, qui étaient 66, qui sont arrivés en 3 vagues en fonction de l'augmentation des réunions. Et puis, on a donc diffusé dans 33 salles, les petits carrés de couleurs que vous voyez dans ma diapositive tout à l'heure, c'était donc les salles auxquelles on était connectés. On a renvoyé le signal audio et vidéo vers 4 plateformes différentes, notamment la plateforme des Jeux olympiques officielle pour la presse et la plateforme Webex qui était qui était le partenaire de Paris 2024. On a travaillé pendant 2 semaines de 6 heures du matin à 1h30 du matin suivant. C'était très drôle. Et donc, on a eu 11 langues pendant les JO, 6 langues pendant les JP. Bien. Toutes ces informations données, c'est surtout pour vous montrer à quel point il faut vraiment une organisation millimétrique pour que cela fonctionne. Je vais terminer par le public parce que je veux vous raconter 2 anecdotes en particulier. Quand je vous ai dit qu'on avait 5 réunions maximum en parallèle, mais qu'on a réussi magiquement à en rajouter une 6e, c'est parce que, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint les Jeux, c'est un événement absolument unique où pour certains sports, on ne sait pas quand l'événement va arriver et on ne sait pas quelles vont être les langues nécessaires. Et j'avais organisé plein d'événements avant. Généralement, on nous dit toujours à quelle heure et avec quelle langue. Et donc là, c'était vraiment fabuleux d'avoir les interprètes sur place d'astreinte qui suivaient les compétitions et qui attendaient de voir qui allait gagner pour pouvoir passer dans la salle d'à côté et rentrer en cabine. Si on pense par exemple au tennis, il y a des matchs de tennis qui sont pliés en 1 heure et demie et il y a des matchs de tennis qui durent 10 heures. Et donc, en fonction de quand ils se terminent, il suffit qu'ils arrivent à un moment où on a déjà 5 autres réunions et voilà, ce qui fait qu'on en arrive à 6. Mais heureusement, tout s'est bien passé à ce niveau-là et c'était un vrai bonheur, c'était un vrai concert. Voilà. La deuxième et dernière anecdote avant de finir ma présentation concerne les Jeux paralympiques où tout était bien organisé. On avait beaucoup plus d'interprétation en présentiel pendant les Jeux paralympiques. Et à un moment, on a eu une conférence de presse où une des personnes sur l'estrade euh, parlait, allait prendre la parole en arabe. Et l'arabe ne faisait pas partie de la combinaison de langues validée par le Comité international paralympique. Donc, la délégation est venue avec son propre interprète consécutif, avec donc l'idée de l'asseoir sur l'estrade à côté de l'athlète et d'interpréter, de faire de l'interprétation chuchotée et lorsque l'athlète prenait la parole en arabe, de faire de la consécutive. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, pareil, 2 heures avant la conférence de presse, on a une autre information qui tombe, c'est que la délégation de Farsi, enfin la persienne qui parlait farsi, donc allait venir avec leur propre interprète. Et cet interprète, on lui a donc proposé, pour ne pas gêner autour, de prendre, d'utiliser les bidules que nous avions à disposition dans nos services. On avait une petite mallette qui nous a sauvés plus d'une fois pour faire donc de la simultanée tout en écoutant l'anglais de nos interprètes, de faire de la simultanée pour sa délégation. Et lorsque sa délégation voulait poser des questions, prendre un autre micro qu'on lui avait fourni pour faire de la consécutive. Bref, tout a très bien marché, mais c'était un bel exemple de tout ce qui est possible de faire en matière d'interprétation pendant cette réunion.
J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pas trop couru, et que j'ai pas trop parlé trop vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup aux interprètes relais, Ly, Alberto et Anna et Mélissa, je te repasse la parole?